Te voilà dans le thème 3 d'histoire qui s'intitule Transformation de l'Europe et ouverture sur le monde au XVIe et XVIIe siècle. Note le titre en rouge en haut de ta page. Change ensuite de diapositive pour arriver sur le titre du chapitre. Nous sommes dans le chapitre 6 d'histoire, le monde au XVIe siècle. Change ensuite de diapositive pour arriver à la problématique que tu notes également en rouge. Problématique, comment le monde du XVIe siècle connaît-il une première mondialisation? Quelques mots pour expliquer le thème de ce chapitre. Tu as travaillé dans le thème numéro 1 sur les mondes en contact au Haut Moyen-Âge, l'islam, l'Empire byzantin et l'Empire carolingien, avant de travailler dans le monde 2 sur le Moyen-Âge européen et en particulier sur la France. Tu as pu voir comment, au Moyen-Âge, s'était à la fois développée la seigneurie, en même temps, un peu plus tard, le monde des villes s'est développé, et puis les États, comme la France par exemple, se sont renforcés avec des pouvoirs forts. Tu sais aussi que ces pouvoirs ont pu, c'est le cas de la France ou de l'Angleterre, s'affronter lors de conflits souvent meurtriers. Ce que tu vas voir dans ce chapitre, c'est ce qui concerne un moment où après une période justement liée à la guerre, par exemple la guerre de Cent Ans, une période marquée aussi par la peste noire qui a ravagé une grande partie du continent européen au XIVe et au XVe siècle, tu arrives à un moment où l'Europe justement va s'ouvrir sur le monde. Tu vas travailler notamment sur les voyages, les expéditions qui sont mises sur pied par des voyageurs européens comme Christophe Colomb, dont nous reparlerons, et nous verrons que le XVIe siècle est un autre moment de contact dans la Méditerranée. Tu verras comment. Tu peux donc changer de diapositive après la problématique pour noter le titre du grand 1. Tu arrives sur la vignette d'ensemble, change de vignette pour arriver sur le titre, grand 1, les voyages européens. Change ensuite de vignette pour arriver sur le titre de grand A, que tu peux noter, les expéditions de Christophe Colomb. Ce grand A porte sur une fiche qui s'intitule Les voyages de Christophe Colomb. Nous allons procéder de la même façon que d'habitude. Tu vas regarder les différents documents et tu vas avoir des réponses à faire sur 5 questions. Ensuite, il y aura un exercice d'écriture dans lequel tu devras raconter le voyage de Christophe Colomb. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas d'abord répondre aux questions directement au crayon à papier ou au stylo dans ton cahier, et ensuite tu écouteras la correction. Une fois que nous aurons corrigé ensemble, tu pourras remettre le son en pause pour pouvoir essayer l'exercice d'écriture qui est noté juste en dessous. Et ensuite, tu auras là aussi une correction. Donc je te laisse faire les questions et lorsque tu remets le son, nous sommes sur la partie correction. On te posait donc 5 questions sur ces documents et sur Christophe Colomb. La première question était la suivante. Question 1, document 1. Que se passe-t-il en Espagne à l'époque où Colomb entreprend son voyage? Tu as, au début du paragraphe donc de ce texte, écrit ceci. Vos Altesses eurent mis fin à la guerre contre les Maures qui régnaient encore en Europe. En fait, ce qui se passe à cette époque-là, c'est que les souverains d'Espagne achèvent ce qu'on appelle la Reconquista, c'est-à-dire la reconquête du royaume espagnol par les princes chrétiens sur les royaumes musulmans. Question 2, document 1. Quelle route Colomb emprunte-t-il pour se rendre aux Indes? Que peux-tu en déduire sur les connaissances scientifiques de l'époque? Jusqu'à l'époque de Colomb, des Européens qui souhaitaient se rendre aux Indes passaient par des routes terrestres. Or, le problème, c'est que ces routes terrestres sont à l'époque en partie bloquées. Nous verrons par la suite dans ce chapitre pourquoi. Une route qui peut être envisageable, mais qui à l'époque n'a jamais été faite, c'est de faire le tour de l'Afrique. C'est donc là très compliqué. Colomb, donc, va choisir de passer par l'ouest, c'est-à-dire de traverser l'océan Atlantique, et il devrait, selon sa logique, et la logique des hommes de l'époque, arriver sur les Indes. Ce qu'il ne sait évidemment pas, c'est que entre le continent européen et le continent asiatique en passant par l'ouest, il y a un continent qui est encore inconnu des Européens, qui est le continent américain. Ce qu'on peut en déduire sur les connaissances de l'époque, c'est que Colomb, comme d'autres hommes d'ailleurs de son temps, a dans la tête l'idée que la Terre est ronde, puisque logiquement, en passant par l'ouest, il arrivera forcément vers l'est. Question 3, document 2. Quand Colomb part-il? Quand arrive-t-il à San Salvador? Quand rentre-t-il en Espagne? Colomb part au début du mois d'août de l'année 1492. Il arrive à San Salvador le 12 octobre de la même année, c'est-à-dire 3 mois plus tard, et il va repartir donc de cette île qu'il va baptiser Hispaniola
de l'actuelle Dominique, le 16 janvier 1493 et il arrive le 14 mars 1493, c'est-à-dire 2 mois plus tard. Donc vous avez les dates là du voyage de Christophe Colomb, voyage donc qui dure grosso modo d'août 1492 à mars 1493. Quatrième question, document 3. Qu'est-ce que Colomb dit de ces territoires et de leurs habitants aux souverains espagnols? Il leur dit tout d'abord que les terres sont bonnes et fertiles et que donc l'agriculture y est possible. Il dit aussi, et ça c'est intéressant, que selon lui, les indigènes sont propres à être commandés à travailler, à semer, à bâtir des villes. C'est-à-dire qu'en gros, on pourra en faire une main-d'œuvre certainement servile, c'est-à-dire des esclaves. Et puis, il leur dit aussi que ces hommes sont prêts à être vêtus et à prendre nos coutumes. Ça veut dire que ces Indiens peuvent être civilisés, c'est-à-dire qu'on peut leur transmettre des coutumes des chrétiens. Et justement, question 5, document 3, selon le deuxième paragraphe, quel est un des objectifs du voyage? À la fin du texte, Colomb explique: Vos Altesses, bientôt, en auront fait des chrétiens. Il parle bien évidemment des habitants de ces îles. Un des buts du voyage, c'est aussi de convertir les gens que l'on rencontre à la religion chrétienne. Il faut également, effectivement, répandre la religion chrétienne. Voilà donc pour cette correction, que tu peux réécouter si tu en as besoin. Elle te permet de passer à l'exercice d'écriture qui suit. En t'appuyant sur les réponses aux questions, raconte le voyage de Christophe Colomb. Explique d'abord quel est le contexte de son départ, précise ensuite le trajet de son expédition, avant enfin de décrire les buts du voyage. Si tu réfléchis, tu te rends compte que les questions t'aident forcément et qu'elles sont dans l'ordre. Quand on te demande d'expliquer d'abord le contexte du départ, c'est la question 1 qui t'aide à répondre. Quand on te demande de préciser le trajet qui a été suivi par Colomb pour se rendre aux Indes, c'est la question 2 qui t'aide à répondre. De même, la question 3 te permet de préciser les dates. Enfin, quand on te demande de décrire les buts du voyage, ce sont les questions 4 et 5 qui t'aident à répondre. Attention, si tu écris un texte en 3 paragraphes, n'oublie pas qu'au début de chaque paragraphe, il faudra faire un alinéa. Tu peux couper la lecture du son avant de revoir la correction par la suite. Correction et trace écrite. Christophe Colomb part au nom du roi et de la reine d'Espagne en 1492, alors que les souverains espagnols achèvent de chasser les musulmans de leur territoire. Il choisit de passer par la mer et non par la terre pour trouver une route vers les Indes. Cela signifie qu'il passe par l'ouest et pas par l'est, suivant l'idée neuve que la terre est ronde. Il quitte l'Espagne en août 1492 et arrive vers les premières terres qu'il baptise San Salvador après 2 mois en octobre. Il rentre en Espagne en janvier 1493. Les îles qu'il rencontre sont peuplées d'indigènes qu'il nomme indiens puisqu'il croit être arrivé en Inde. Il cherche à en exploiter les richesses et à convertir les habitants au christianisme. Tu peux ensuite changer de vignette. Tu arrives à un grand B dont tu peux noter le titre, Grand B, les expéditions européennes des 15e et 16e siècles. En changeant de vignette, tu arrives sur une carte qui te permet de voir les différents voyages qui sont menés à l'époque par les Européens. Mais cette carte te permet aussi de constater que le monde que connaissent les Européens au XVe et au XVIe siècle n'est pas du tout le même que le nôtre. Regarde dans la légende, en bas à gauche, la première partie s'intitule Terres connues des Européens. Ce sont les terres qui sont coloriées en orange. Si tu regardes bien, les Européens connaissent bien évidemment leur continent, en passant jusqu'à la Scandinavie et une partie de la Russie. Ils connaissent la frange nord de l'Afrique, ils connaissent l'Arabie, une partie de la Perse et une toute petite partie de l'Inde, de la Chine et de l'Asie. Mais pour le reste, la quasi-totalité de l'Afrique leur est inconnue. Il en est de même pour le continent américain, je ne parle pas de l'Australie, ou même de la Russie. Ce sont finalement les voyages du XVe et du XVIe siècle qui vont permettre d'augmenter un peu leurs connaissances. Par ce biais, les Européens vont découvrir les côtes africaines, ils vont découvrir aussi une grande partie du territoire sud-américain, toute la partie centrale du continent également, ainsi qu'une grande partie de la côte Est et la Californie aux États-Unis. Tu peux donc passer à la vignette suivante qui sert de trace écrite. Au début du XVe siècle, le monde connu des Européens est un monde terrestre allant de l'Europe à la mer de Chine. Seul l'extrême nord de l'Afrique leur est connu, une grande partie de l'Asie centrale, du sous-continent indien et de la Chine leur sont inconnus. Change de vignette pour revenir à la carte.
La carte te montre aussi que des navigateurs commencent à faire des voyages. Les voyages, ils vont être faits essentiellement par des navigateurs espagnols et portugais dès la fin du XVe siècle. Ces navigateurs partent pour trouver de nouvelles routes vers l'Asie, c'est donc pour le commerce, mais aussi c'était le cas de Colomb par exemple pour répandre le christianisme. Ce qui pousse ces gens à partir, c'est que à partir de 1453, Constantinople, que tu vois sur la carte, est aux mains des Turcs. Or, c'était un point de passage central pour pouvoir aller jusqu'en Asie par la terre pour les Européens. Les routes terrestres étant coupées, ils se voient obligés de chercher des routes navigables. Change de vignette pour aller vers la trace écrite. À la fin du XVe siècle, les navigateurs portugais et espagnols partent à la découverte du monde. Ils cherchent de nouvelles routes vers l'Asie pour le commerce, mais aussi pour répandre le christianisme. Les routes terrestres vers l'Asie sont rendues difficiles d'accès par les conquêtes ottomanes. Change de vignette pour revenir à la carte. Cette carte te montre donc les différents voyages qui sont organisés à cette époque-là. Le voyage de Christophe Colomb, tu l'as déjà vu, a lieu en 1492. En 1498, Vasco de Gama, qui est au service du Portugal, parvient à faire le tour de l'Afrique avant que Magellan, le premier, ne réalise, c'est la route en rouge qui apparaît, un tour du monde. Il part de Séville, fait le tour de l'Amérique du Sud, remonte vers les îles des actuelles Philippines, où il trouve la mort en 1521, et c'est son second, Del Cano, qui ramène ce qui reste de l'équipage à Séville en 1522. Un tour du monde a été bouclé pour la première fois. En 1534, tu as aussi un Français, Jacques Cartier, qui va découvrir l'actuel Canada. Tu peux changer de diapositive pour arriver à la dernière trace écrite de ce grand B. Colomb aborde le continent américain en 1492, Vasco de Gama contourne l'Afrique en 1498 et parvient en Inde. L'expédition de Magellan fait le premier tour du monde entre 1519 et 1522. En 1534, le français Cartier découvre l'actuel Canada. Avant que tu ne changes de vignette pour arriver vers la deuxième partie du cours, il faut aussi que tu aies en tête que lorsque l'on parle des voyages de découverte européens, le terme n'est pas forcément très juste, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a déjà des populations sur place. Cela signifie donc que ce n'est pas une découverte pour les hommes. Il y a déjà des habitants, et donc c'est moins une découverte pour les Européens. Par ailleurs, on sait aujourd'hui, des découvertes archéologiques encore récentes l'ont montré, que des Européens ont atteint le continent américain aux alentours du XIe siècle. Il s'agit de personnes originaires d'Europe du Nord, qu'on appelle communément, mais improprement, des Vikings, qui sont arrivés dans cette partie donc du Canada aux alentours donc de l'année 1100. On ne connaît pas très bien les circonstances de leur arrivée, mais on sait qu'ils étaient sur place, notamment parce que des restes donc de villages organisés ont été retrouvés. Encore une fois, parler de découverte n'est pas juste, il faudrait plutôt parler de voyage, d'expédition, éventuellement, de découverte, mais qui ne concerne que les Européens. Il ne s'agit en rien d'une vraie découverte. Tu peux changer de diapositive pour arriver vers la vision globale du Grand 2. En changeant à nouveau, tu zoomes sur le Grand 2 dont tu peux noter le titre, Les empires Grand 2, les empires en formation, la Méditerranée au XVIe siècle. En changeant de vignette, après avoir noté ce titre, tu vas tomber sur une carte. Cette carte te montre que l'Europe du XVIe siècle est principalement constituée de deux forces très importantes. Deux forces très importantes qui en plus s'opposent. Il s'agit des Ottomans, que tu as en vert sur la carte, que l'on peut appeler plus communément les Turcs, et de l'empire de Charles Quint, qui apparaît, lui, en rouge. Tu te rends compte que cet empire couvre à la fois l'Espagne, mais aussi une partie de l'Italie, le territoire autrichien, l'Allemagne actuelle et une grande partie des Pays-Bas, de la Belgique et de l'Europe centrale. De l'autre côté, les possessions ottomanes couvrent, elles, tout l'ancien empire byzantin, une partie de l'Égypte, toute la côte nord de l'Afrique jusqu'à Oran, ainsi qu'une partie de l'Europe, avec par exemple toute la Grèce, la Serbie, une partie de la Bulgarie, de la Roumanie et de la Hongrie. Ce sont ces deux forces qui s'affrontent en Europe au XVIe siècle, et on va voir justement comment gouvernent leurs souverains. Donc Charles Quint du côté donc des Européens, et du côté des Ottomans, nous allons nous intéresser principalement à un empereur très connu, qui est Soliman le Magnifique. Tu peux changer de vignette pour aller vers le grand A, qui s'intitule L'Empire de Charles Quint. Tu le notes également en rouge dans ton cahier.
En changeant de vignette, tu arrives sur une carte. Cette carte te montre donc toute l'étendue des possessions qui sont à un moment donné celles de Charles Quint. Charles Quint est un homme qui naît en 1500, qui n'est pas normalement destiné à régner. Mais par une succession de hasards, qui sont en fait souvent des morts, il va tout d'abord hériter de la couronne d'Espagne et devenir à la fois roi de Castille et d'Aragon. Il va également hériter des possessions donc espagnoles dans les provinces des Pays-Bas, et il va aussi être élu empereur du Saint-Empire avant de prendre possession des royaumes italiens. Il possède donc une puissance européenne absolument gigantesque. Tu peux changer de vignette pour le noter. Charles Quint est né en 1500. Par une succession de hasards, il hérite de la couronne d'Espagne et de ses possessions espagnoles, prend la tête des provinces des Pays-Bas et est élu empereur du Saint-Empire. Il est aussi à la tête de royaumes italiens. Tu peux changer de vignette pour revenir vers la carte. En plus de toutes ces possessions européennes, il ne faut pas oublier que Charles Quint possède aussi des territoires en Amérique. En effet, les conquêtes espagnoles se sont poursuivies depuis l'arrivée de Christophe Colomb donc en Amérique, et à l'époque de Charles Quint, c'est-à-dire au milieu du XVe siècle, l'Espagne possède des territoires que l'on retrouve dans toute l'Amérique centrale et sur toute la frange pacifique du continent sud-américain, de l'actuel Chili jusqu'à l'actuelle Colombie. C'est donc un territoire immense que possède Charles Quint, et en changeant de vignette, tu vas pouvoir voir une peinture du XVIe siècle qui te montre la ville de Séville. Séville, c'est une ville du sud de l'Espagne qui va devenir justement le lien entre l'Europe espagnole et l'Amérique. C'est de là que partent les nombreux bateaux qui font du commerce avec le continent américain. C'est aussi là que reviennent ces mêmes bateaux qui sont chargés notamment de l'or que l'on ramène d'Amérique et qui est une des raisons de ce voyage qui a toujours fait beaucoup rêver les Européens. Charles Quint, donc, à partir de ses possessions européennes et américaines, il essaye de reconstituer un empire. D'ailleurs, son modèle, c'est le modèle de l'empire carolingien. Alors il va échouer à reconstituer cet empire, notamment parce qu'à cette époque-là, tu l'as peut-être vu sur la carte, ses possessions finalement entre l'Espagne et le nord de l'Europe, eh bien elles gênent un adversaire qui est assez important, qui est le roi de France, et les rois de France vont toujours s'opposer aux volontés impériales de Charles Quint, et vous allez avoir donc un empire qui ne peut pas se mettre en place. Maintenant, il faut avoir en tête que ce qui est intéressant avec Charles Quint, c'est aussi justement le développement des échanges avec l'empire colonial américain. Tu peux changer de vignette pour noter donc la trace écrite. Il tente de reconstituer un empire sur le modèle carolingien, mais échoue pour différentes raisons, notamment l'opposition française. Cependant, si son règne est tourné vers l'Europe et la Méditerranée, il est aussi marqué par le développement des échanges avec l'empire colonial américain. Une fois que tu as noté ça, tu peux changer de vignette pour aller vers le grand B. Tu le notes dans ton cahier, grand B, l'empire de Soliman le Magnifique. Change de vignette pour arriver à une fiche de travail qui s'intitule « L'Empire ottoman de Soliman le Magnifique ». Tu dois travailler sur cette fiche en regardant les différents documents qui la composent. Je te précise tout de suite que le document numéro 1 est la carte que tu as déjà vue dans le cours et que tu peux trouver en appuyant sur « Suivant » dans le prési. Tu as ensuite deux documents qui sont des documents iconographiques, le document 2, le document 4. Le document 3 est un texte qui te décrit l'armée ottomane. Et le document 5, c'est à la fois un petit texte et une carte qui te montre que Istanbul, la nouvelle Constantinople, est bien une capitale cosmopolite. Tu dois répondre donc aux 4 questions. Tu vas pouvoir mettre le son en pause et quand tu le reprendras, tu arriveras donc à une correction de ces questions, questions que tu fais, comme d'habitude, directement dans ton cahier. Nous passons donc à la correction des questions. La première question qui t'était posée portait sur le document numéro 1. Quel territoire l'Empire ottoman englobe-t-il et quels territoires sont conquis au XVIe siècle? C'est donc la carte qui te permettait d'y répondre. L'Empire ottoman, il englobe l'Égypte, la Syrie, Chypre, la Grèce, l'Afrique du Nord et l'ancien empire byzantin. Au XVIe siècle, les territoires dont il fait la conquête sont l'actuelle Hongrie, une partie de l'Arménie, de la Perse et aussi l'Irak. Question numéro 2. D'après les documents 2 et 3, quels sont les atouts de l'armée ottomane? Le document numéro 2 te permet difficilement de répondre car l'image n'est pas forcément très bonne, mais l'armée ottomane dispose par exemple d'une cavalerie légère, extrêmement mobile, qui fait beaucoup de dégâts dans les rangs adverses qui sont eux beaucoup plus lourdement armés.
Et puis, il y a aussi, dans le document de l'ambassadeur Ogier Ghislain de Busbecq, l'ambassadeur de Ferdinand Ier, le frère de Charles Quint, un récit qui est assez intéressant. Ce qui fait que l'armée ottomane a des atouts, c'est surtout qu'elle a l'habitude de gagner et une solide expérience des combats. Question numéro 3, document 4, quelles activités artistiques sont mises au service de l'Empire? Ce document te montre 3 personnes qui sont finalement des artistes. D'abord le calligraphe. Le calligraphe, c'est celui qui est capable de faire une belle écriture et qui notamment écrit des textes administratifs, mais aussi des textes religieux ou des poèmes. Il y a également un peintre et un scribe. Ces 3 personnages sont effectivement très souvent présents dans les cours des sultans ottomans. Question numéro 4, documents 1 et 5, localisé Istanbul, montrer que c'est un carrefour international. Istanbul, c'est la nouvelle Constantinople. Une fois la ville conquise en 1453, elle a été rebaptisée par les Ottomans, et c'est un carrefour international car on y trouve déjà évidemment des populations turques, mais aussi, on vous le dit, des populations juives qui ont été chassées d'Espagne, du Portugal ou d'Allemagne, des Grecs et de nombreux chrétiens qui commercent avec les pays du Levant, c'est-à-dire avec notamment la Syrie ou l'Égypte. Ce sont des Vénitiens, des Florentins, c'est-à-dire des Italiens, mais aussi des Ragusois, c'est-à-dire des gens originaires de l'actuelle Croatie, et quelques Français également, vous le dit-on. Vous êtes donc dans une ville qui est effectivement cosmopolite, c'est-à-dire une ville où on trouve des peuples et des nationalités très différentes. On passe maintenant à la trace écrite corrective. Les Ottomans ont pris Constantinople, capitale de l'Empire byzantin, en 1453. Dès lors, ils cherchent à s'étendre vers l'Europe. Le sultan Soliman le Magnifique, qui règne de 1522 à 1566, en est un acteur central. Sa capitale, Istanbul, est cosmopolite. Il y encourage les arts et modernise l'administration. Son surnom en Turquie est d'ailleurs Soliman le législateur. Change de vignette pour revenir vers la carte que tu as déjà vue. L'Empire ottoman cherche donc à s'étendre. Il cherche à s'étendre vers l'Asie, avec la conquête de l'Irak et de l'Arménie, et aussi des conquêtes en direction de la Perse. Il cherche à s'étendre aussi vers l'Europe. Après de nombreuses batailles contre les puissances de l'Europe centrale, et notamment contre le Saint-Empire, il va échouer devant Vienne en 1529. Néanmoins, l'Empire byzantin parvient jusqu'au centre de l'Europe. Des batailles nombreuses donc vont émailler notamment le règne de Soliman le Magnifique, mais ses successeurs vont avoir plus de mal. Ainsi, en 1571, à la bataille de Lépante, que tu vois sur la carte écrit juste au-dessus de Rhodes, au centre de la Méditerranée, la flotte turque est mise en déroute par une flotte chrétienne, espagnole et vénitienne, qui va devenir une grande victoire, qui aura beaucoup de retentissement en Europe, elle en aura beaucoup moins dans l'Empire ottoman, mais en Europe ça aura un grand retentissement, et à partir de ce moment-là, les Européens vont se dire que peut-être, justement, ils peuvent vaincre les Turcs. Ça n'empêchera pas ceux-ci de continuer leurs offensives, et en 1683-89, les Turcs sont à nouveau devant Vienne qu'ils assiègent. Ils doivent en partir pour diverses raisons, mais les offensives continuent. Tu peux changer de vignette pour arriver donc à la trace écrite que tu peux noter. Les ambitions ottomanes se heurtent à l'empire de Charles Quint, puis à l'ensemble de l'Europe chrétienne. La victoire espagnole de Lépante en 1571 a un fort retentissement en Europe, mais les Turcs assiégeront à nouveau Vienne à la fin du XVIIe siècle. Tu en termines donc avec ces deux empires présents en Méditerranée au XVIe siècle, l'empire de Charles Quint d'une part et l'empire donc de Soliman le Magnifique d'autre part. Tu vas dans un troisième temps t'intéresser donc justement au fait que le monde du XVIe siècle est un monde connecté. Alors attention, quand on dit un monde connecté, ça ne veut pas dire connecté à Internet, bien sûr, qui n'existe pas à l'époque, ça veut simplement dire un monde connecté sur le plan commercial. Donc change de vignette, tu peux voir donc le grand 3 dans son ensemble. En zoomant, tu as le titre que tu peux noter, grand 3, un monde connecté. Change de vignette pour noter le titre du grand A, de la Méditerranée à l'Atlantique. Change ensuite de vignette pour arriver sur une carte. Cette carte te montre les grands carrefours commerciaux en Europe. Ces grands carrefours commerciaux, tu les connais déjà. Ce sont ceux que l'on retrouve en Europe à partir du XIIe siècle et qui s'y développent en gros jusqu'au XIVe et un peu au XVe siècle. Ainsi, tu distingues les villes de foire de Champagne en France, que tu vois apparaître donc au centre de la carte, juste à l'est de Paris. Tu distingues aussi les grandes régions commerciales de l'Italie du Nord et des Flandres, avec Bruges, célèbre notamment pour le drap.
Bref, tu te rappelles que ces éléments-là sont des éléments du Moyen Âge et que ces routes commerciales sont des routes commerciales qui sont déjà anciennes. Elles sont utilisées depuis le Moyen Âge, mais lorsque les Ottomans vont prendre Constantinople, que tu trouves à l'est de la carte, justement, les autres routes commerciales qui mènent vers l'Asie vont être bloquées. Les commerçants européens vont donc chercher à trouver de nouvelles routes. Elles ne passeront plus forcément par la Méditerranée, mais plutôt par l'Atlantique. Tu peux changer de diapositive pour noter la trace écrite. Jusqu'au XVe siècle, le commerce européen suit essentiellement les réseaux de Méditerranée et de mer du Nord qui existent depuis le Moyen Âge. Ceux-ci sont bouleversés d'abord par l'arrivée d'un nouvel acteur, l'Empire ottoman, mais aussi par l'exploitation des richesses du continent américain. Tu peux changer de vignette pour arriver sur une carte qui te montre les conquêtes faites au XVIe siècle par les Européens, en particulier les Espagnols et les Portugais. Tu vois également qu'apparaissent donc sur cette carte les empires de Charles Quint ainsi que l'Empire ottoman que nous avons déjà vu. Tu vois aussi que cette carte est séparée en deux. Il y a un hémisphère dit espagnol et un hémisphère portugais. Tout simplement parce que les deux puissances qui sont les principales puissances exploratrices de cette fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle vont devoir s'entendre à un moment donné pour se partager le monde. En effet, si les Espagnols sont les premiers à être arrivés sur le continent américain, les Portugais n'ont pas tardé à les rejoindre et ils mettent pied notamment sur l'actuel Brésil. En 1494, c'est-à-dire peu de temps finalement après le voyage de Christophe Colomb, les Portugais et les Espagnols se mettent d'accord lors du traité de Tordesillas pour se partager le monde en deux, un hémisphère espagnol et un hémisphère portugais. Une partie du Brésil revient au Portugal, ainsi que l'intégralité de l'Afrique. Le continent américain est lui laissé donc aux Espagnols. Tu peux changer de diapositive pour noter cette idée. Au début du XVIe siècle, Espagnols et Portugais se partagent le monde lors du traité de Tordesillas en 1494. Les Espagnols se concentrent sur l'Amérique centrale et Pacifique, quand les Portugais font la conquête du Brésil et commencent à s'intéresser à l'Afrique. L'Europe bascule vers l'Atlantique. Et avant de passer à la vignette suivante et à la dernière partie du cours, tu dois avoir en tête effectivement que c'est à ce moment-là, au début du XVIe siècle, que le commerce européen va véritablement basculer vers l'Atlantique. Alors attention, ça prend du temps, ça ne se fait pas d'un coup, mais ça va devenir une tendance extrêmement importante et extrêmement lourde. La Méditerranée, si elle n'est pas délaissée, devient moins importante. Change de vignette pour arriver sur le grand B, dont tu peux noter le titre, l'exploitation des empires coloniaux. La première gravure que tu vois est une gravure qui a été faite par Théodore de Brie. Cette gravure montre des indigènes que tu vois nus en train de creuser dans une mine qui ressemble à une mine d'or. Ils déversent devant un Espagnol assis l'or qu'ils ont donc récolté dans la mine. Et bien évidemment, cette gravure montre une exploitation dure de ces indigènes. Alors il faut savoir également que l'homme qui l'a faite, donc Théodore de Brie, était un protestant, c'est-à-dire un chrétien européen opposé à la puissance catholique, et donc il avait voulu dénoncer les agissements justement des Espagnols catholiques qui asservissent et maltraitent donc les indigènes qui peuvent quand même devenir des chrétiens de son point de vue. En tout cas, ce qu'il faut retenir, et c'est ce que la vignette suivante te montre, la carte, c'est que le XVIe siècle voit le développement des routes commerciales espagnoles et portugaises. Ces routes commerciales espagnoles et portugaises, elles servent à exploiter les richesses du Nouveau Monde, qu'il s'agisse effectivement par exemple d'or ou d'argent, même si c'est surtout l'argent qui est ramené donc de Nouvelle-Castille par les Espagnols, mais aussi par exemple le sucre que l'on commence à faire pousser donc dans les îles des Caraïbes. Les Portugais, de la même façon, ramènent du sucre et du bois du Brésil, ce bois qui est tellement rouge qu'ils l'appellent le bois de braise, en portugais pas au Brésil, qui donnera donc son nom à ce pays. En tout cas, ces routes commerciales se mettent en place, on cherche à exploiter les ressources des territoires conquis. Tu peux changer de vignette pour noter l'idée suivante. Dans les territoires conquis, on organise l'exploitation des ressources. Il peut s'agir de l'or, qui commence à arriver en grande quantité en Europe, mais également des productions agricoles américaines, comme le maïs ou la tomate. Les Indiens, eux, sont convertis de force à la religion chrétienne. Change de vignette pour aller voir une autre gravure de Théodore de Brie qui te montre justement les horreurs de la conquête espagnole en Amérique. Alors attention, on est dans le domaine de la caricature. Tu vois plusieurs choses.
Au premier plan, à droite, tu as un homme qui est en train, tu le vois, de manger le doigt d'une main arrachée qu'il tient entre ses mains. Dans sa main gauche, il tient une tête. Devant lui, tu as deux hommes qui sont en train de dépecer et de vider un corps, alors que au premier plan apparaît un enfant en train donc de cuire sur un grill. Tu vois à gauche un soldat qui est en train d'entraîner un homme qui ploie sous le poids d'un ancre marine, et puis derrière, une espèce de cabane dans laquelle deux Espagnols vendent de la viande aux indigènes en échange de colifichets. Tu le vois une des femmes tendre un collier en échange de bouts de corps humains. Bien évidemment, cette caricature veut dénoncer les horreurs de la conquête parce que cette conquête a été faite par des catholiques et que c'est un protestant qui la dénonce. Mais c'est intéressant parce que ça montre aussi quelque chose qui est connu à l'époque, c'est que la conquête du continent américain est violente et va causer de nombreux morts. Tu peux changer de vignette pour aller sur un graphique. Ce graphique, il te montre la population de l'Amérique centrale et d'une partie de l'Amérique du Sud entre 1519 et 1605. En 1519, on estime que cette population tourne autour de 25 millions de personnes. Progressivement, on passe en 1530 à un peu plus de 15 millions, on passe en 1550 à 6 à 7 millions, pour arriver en 1605 à 1,5 million d'habitants. Pour faire simple, près de 23 millions de personnes sont mortes en moins d'un siècle en Amérique centrale. Cela te montre que l'exploitation et la conquête sont extrêmement violentes, mais ce n'est pas uniquement la guerre et les violences des conquistadors qui vont tuer les gens. Il faut aussi avoir en tête que les populations européennes qui arrivent en Amérique, même si elles ne sont pas très nombreuses, arrivent aussi avec des maladies, et notamment des maladies que les Indiens ne connaissent pas, et qui vont les décimer par centaines de milliers. Tu peux changer de diapositive pour noter la dernière trace écrite du cours. L'exploitation des richesses se fait avec les populations locales qui sont réduites en esclavage. Mais ces conditions de vie très dures et les maladies apportées d'Europe déciment les Indiens. Au Mexique, au XVIe siècle, la population passe de 25 à 1 million d'habitants. C'est la fin du chapitre, tu peux arrêter là et reprendre une activité normale. À bientôt.